Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc je suis Maïwen, chargée de mission développement territorial chez PQNA et je serai aujourd'hui l'animatrice de ce webinaire. Je suis accompagnée de ma collègue Émilie qui s'occupera du chat parce que comme vous avez pu le remarquer, votre micro est coupé et donc je vous invite grandement à utiliser cette fonctionnalité pour tout ce qui est partage de vos ressources, peut-être partager aussi vos expériences et, euh, et poser vos questions qui seront prises pendant les 30 dernières minutes qui concerneront ce webinaire. Donc, Pays écarté Nouvelle-Aquitaine, PQNA, c'est le centre de ressources d'accompagnement au développement territorial. Euh, il a pour objectif donc de partager les expériences et les pratiques des territoires. Il est là pour accompagner l'ensemble des acteurs des territoires urbains et aussi ruraux. Cela à travers plusieurs formats. On a des formats en ligne comme ce webinaire, mais aussi des publications ou des articles. Nous avons aussi des formats en présentiel comme des rencontres régionales ou des visites sur site. Cela, on ne le fait pas seul, c'est un travail qui se fait avec vous notamment, puisque c'est sur vous qu'on s'appuie pour le partage de ces expériences. C'est aussi un travail qui est mené avec des experts techniques et scientifiques et en partenariat avec l'État et la région. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces ressources sur notre site internet pqna.fr qui vous est partagé dans le chat. Aujourd'hui, pourquoi la précarité alimentaire? Donc, un sujet dont les chiffres sont rappelés régulièrement ces dernières années par différents rapports. Vous avez peut-être lu le dernier rapport l'injuste prix de notre alimentation, et je vais reprendre leurs chiffres, qui nous rappellent que 8 millions de Français vivent dans l'insécurité alimentaire, que ce sont 2 millions qui dépendent de l'aide alimentaire. C'est aussi une augmentation drastique du nombre de diabétiques pardon, et d'obésité en France. Un sujet aussi qui impacte directement le monde agricole, où le seuil de pauvreté est élevé. C'est aussi une baisse de la qualité de nos sols et donc baisse de la biodiversité. L'ensemble de ces sujets-là nous sont très importants chez PQNA et pour nous, l'urgence est là, les territoires en sont conscients. Pour certains, la justice sociale, ça fait partie même de l'ADN de leur projet alimentaire de territoire. Pour d'autres, c'est encore un sujet qui n'est pas abordé et donc, pour nous, il semble pertinent de pouvoir faire en sorte que chacun se rende compte et puisse partager ses expériences sur ce sujet afin de favoriser une réponse efficace et co-construite contre la résorption de la précarité alimentaire. Favoriser la solidarité et la citoyenneté alimentaire, c'est aussi un domaine d'action stratégique porté par le pacte alimentaire, donc la feuille de route régionale co-signé avec la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pourquoi PQNA a décidé de mener ce cycle de qualification qui souhaite embarquer l'ensemble du réseau. Et donc nous vous appuierons, comme aujourd'hui, sur des témoignages, sur l'expertise de scientifiques et du réseau. Donc aujourd'hui est le premier webinaire d'une série qui se prolongera en 2025. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi agir contre la précarité alimentaire sur mon territoire? Les objectifs, c'est d'abord de ce webinaire comprendre ce qu'est la précarité alimentaire, quels en sont les constats, que ce soit sur les territoires ruraux et urbains, quelle est l'importance d'agir contre ce phénomène et de se saisir de ce sujet. Pour cela, pour répondre à cette question, je ne serai pas seule, donc je vais m'entourer d'experts et d'acteurs qui se sont saisis de ce sujet, qui ont réfléchi, qui ont euh, motivé leurs actions et donc identifié aussi des leviers pour répondre aux problématiques identifiées sur leur territoire. Pour cela, je vais appeler Emmanuel Leguet, donc président du pays de l'île en Périgord, Pierre Pouget, président de la Banque alimentaire de Nouvelle-Aquitaine,
Jacques Anthony, chargé de développement social et territorial au centre intercommunal d'action sociale du Grand Libournais. Et enfin, Margot Alarcon, qui est maîtresse de conférence à Bordeaux Sciences Agro. Pour commencer ce sujet, comme je disais, le premier point qu'on souhaiterait aborder ensemble, c'est qu'est-ce que la précarité alimentaire? C'est l'objet de ce premier webinaire. Donc, je me tourne vers vous, Margot, pour nous dresser un peu la définition de par la revue de littérature que vous avez pu faire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Margot Alarcon, je suis géographe et donc je suis maîtresse de conférences à Bordeaux Sciences Agro et rattachée à l'INRAE, au laboratoire de recherche ETIS. Et en effet, moi je travaille sur la précarité alimentaire parce que je co-coordonne avec Nathalie Corrade un programme de recherche sur la sécurité et la résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine, Cerialina. Et dans ce cadre-là, nous avons conduit des travaux sur la précarité alimentaire, notamment en milieu rural, mais pas seulement, hein. Récemment, on a travaillé aussi sur la précarité alimentaire étudiante à Bordeaux. Et donc, en fait, si on reprend le terme précarité alimentaire, ce qui est intéressant, c'est que dans l'introduction que vient de faire Maïwen Oden, le terme a aussi côtoyé celui d'insécurité alimentaire. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et en effet, en France, hein, les acteurs de l'action sociale et les acteurs publics parlent plutôt de précarité alimentaire. Et donc, il y a plusieurs définitions qui circulent, hein. Le ministère des Solidarités et des Familles, en 2022, nommait la précarité alimentaire comme l'incapacité de personnes en situation de vulnérabilité économique et ou sociale à avoir un accès régulier à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante. Et en fait, si on regarde dans les travaux issus de la littérature scientifique, notamment en sciences sociales, en fait, la précarité alimentaire, c'est une situation qui relève à la fois d'une situation de pauvreté économique, mais également en fait d'une série d'empêchements socioculturels et politiques dans l'accès à une alimentation durable. Et en fait, du coup, il y a plusieurs facteurs euh, qui, euh, qui font qu'on est en situation de précarité alimentaire ou non, hein, notamment beaucoup de facteurs économique, hein, puisque la contrainte du revenu pèse sur la qualité de l'alimentation qu'on peut se procurer, mais pas seulement. Les pratiques alimentaires, les préférences alimentaires, l'accès à du matériel pour cuisiner jouent aussi. On est sur des facteurs plutôt sociaux et culturels, de même que le temps disponible, hein, pour pouvoir cuisiner. Mais donc là, on est plutôt sur des facteurs individuels, je dirais. Ce qui joue aussi beaucoup dans la précarité alimentaire, c'est tout ce qui va relever de ce qu'on pourrait appeler l'environnement alimentaire, c'est-à-dire l'accès à des commerces notamment et à la mobilité, à des transports pour accéder à ces commerces-là. Et donc, du coup, hein, la précarité alimentaire renvoie à la fois à des enjeux de qualité de l'alimentation, mais aussi d'accessibilité à cette alimentation-là. Et puis, plus largement, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, la précarité alimentaire renvoie aussi à des enjeux d'inclusion et de participation des acteurs, des citoyens et des citoyennes au choix alimentaire. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette introduction et Merci, j'espère que Margot. ça a répondu à des premières questions, en tout cas. Et je vous invite à compléter. Je voulais me tourner vers vous, Pierre, concernant peut-être apporter, vous êtes donc président des banques alimentaires de Nouvelle-Aquitaine. Quel est votre regard sur notamment le public qui est touché par ce phénomène et quelques chiffres peut-être que vous avez en tête à nous dire? Oui, volontiers. Bonjour à tout le monde et merci de nous avoir rejoints. En Nouvelle-Aquitaine, les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, elles sont probablement de l'ordre de 10% de la population de notre région, soit environ 600 000 personnes dans une région où on compte environ 6 millions d'habitants. Seul réseau des banques alimentaires, les banques alimentaires, c'est des sortes de mini-centrales de gros où viennent s'approvisionner chaque semaine à peu près 800 associations, CCAS, épiceries sociales de Nouvelle-Aquitaine. Et ces 800 acteurs qui maillent le territoire doivent accompagner environ 260 000 personnes actuellement en Nouvelle-Aquitaine. Quand on ajoute ces chiffres-là à ceux de nos amis des Restos du Cœur et des autres réseaux caritatifs, je pense en particulier au Secours populaire ou la Croix-Rouge, eh bien, on est quasi à 600 000 personnes accompagnées en Nouvelle-Aquitaine. C'est dire donc d'abord l'importance du phénomène et
de ce point de vue-là, on retrouve en Nouvelle-Aquitaine des proportions assez comparables à ce que l'on peut retrouver dans bien d'autres régions françaises. L'autre question, c'est finalement qui sont ces publics touchés. Alors, ces publics qui sont à la fois urbains et ruraux, avec probablement quelques singularités qui peuvent émerger sur l'un ou l'autre de ces publics. Au-delà de cela, on voit apparaître depuis quelques années des publics nouveaux qui viennent frapper aux portes de l'aide alimentaire et notamment de l'aide alimentaire d'urgence. Je ne sais pas si c'est là, mais je pourrais en dire quelques mots si vous le souhaitez, le moment venu, quoi. Merci beaucoup. Ça permet de compléter un peu effectivement, ces éléments, heu, théoriques et donc, Emmanuel Leguet, vous êtes, président donc, du pays de l'île en Périgord, un territoire qui est justement à ces 2 types de territoires urbains et rural. Vous avez aussi sur votre territoire un projet alimentaire de territoire que vous m'avez défini comme étant à vocation sociale. Peut-être que vous pouvez nous parler de cette, ambition, ce portage politique que vous avez aussi, heu, donné à l'orientation de ce projet alimentaire et puis, déjà, votre territoire, son engagement sur ce sujet. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on porte un projet alimentaire territorial donc sur le pays de l'île en Périgord, donc sur 4 EPCI, sur 4 communautés de communes qui vont grosso modo de Montpont jusqu'à Périgueux. Donc effectivement, on a à la fois population rurale et urbaine, mais enfin quand même très marquée par la ruralité. Parce que, bon, certes, Périgueux est une ville, mais enfin, on dit souvent que c'est une ville à la campagne, donc il y a quand même une forte population rurale. Et on a effectivement un projet alimentaire territorial qui a pris son envol dans les années 2019, donc qui est assez récent. Et lorsque je suis arrivé à la présidence du pays, j'ai souhaité impulser ce projet alimentaire territorial parce que je suis convaincu que c'est un instrument fort, notamment pour jouer sur notre système alimentaire, sur lequel peut-être on reviendra tout à l'heure. Vous avez fait référence à l'étude L'injuste prix de notre alimentation. Je crois que ce rapport montre bien qu'il faut qu'on change de système alimentaire. Les PAT peuvent y participer. Et il me semblait que dans les premières actions qui étaient prévues, il y avait beaucoup d'actions qui étaient autour des circuits courts. Et en fait, c'est quand même pas très difficile d'amener à l'alimentation locale de qualité des gens qui en ont les moyens et des gens qui en sont conscients et qui sont conscients de l'importance de l'alimentation. Et c'est pour cela que j'ai souhaité inclure dans ce PAT une dimension sociale plus marquée pour essayer de faire en sorte que les familles qui sont éloignées de l'alimentation locale et de qualité puissent aussi y accéder. Voilà, il y a des empêchements effectivement économiques, mais il y a aussi l'éloignement de ces produits. L'étude qu'on a faite au début de l'année a montré qu'il y avait une méconnaissance en réalité des produits. Et donc là, c'est pas tellement une précarité économique. Et donc voilà, cette dimension sociale, j'ai souhaité l'inclure dans le PAT avec les autres actions que nous portons. Et par ailleurs, donc j'imagine qu'il y a pas effectivement, il n'y a pas que le PAT, sur votre territoire, il y a aussi des actions qui sont celles, vous avez été notamment, lauréat du trophée de l'innovation de l'Agence nationale, des collectivités territoriales, trophée du développement durable catégorie alimentation du département de la Dordogne. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension donc qui entre, et pourquoi est-ce que c'était si important de porter la précarité alimentaire, dans la lutte? Alors le pourquoi, la réponse me paraît assez évidente quand même. L'alimentation, ça fait partie quand même des besoins primaires de la population, donc c'est important. Mais il n'y a pas que l'importance quantitative de l'alimentation, il y a aussi l'importance qualitative. Une fois encore, hein, le rapport que vous avez cité tout à l'heure montre bien aussi les conséquences en termes de santé de la malbouffe en réalité, et les conséquences ensuite environnementales. Alors oui, oui, on a été lauréat de certaines actions. L'idée de ces actions-là, et notamment de la première, qui s'appelle Ceux qui nous régalent, c'est justement d'intervenir auprès des enfants des écoles, en lien avec les enseignants et en lien avec les agents de cuisine des collectivités, pour leur faire découvrir les potentialités agricoles de leur territoire proche,
leur faire visiter des exploitations, et puis mettre en avant le travail aussi des agents de cuisine et les faire travailler sur des recettes. Voilà, donc il y a par exemple en fin d'action un petit concours de recettes, la recette avec les produits locaux, la recette avec des produits de saison, la recette sans viande, enfin, etc. Et donc on tente d'agir à la fois sur les enfants, mais aussi sur les agents de cuisine, où par ailleurs on a aussi un programme de formation pour les amener à cuisiner dans les restaurants scolaires des repas qui sont faits à partir de produits locaux. Faire le lien un peu entre tous ces maillons qui existent et qui sont ces acteurs présents sur le territoire. C'est effectivement le rôle que remplissent en général les projets alimentaires de territoire. Ça donne une idée de ce qui se passe chez vous. Jacques Anthony, je me tourne vers vous, donc chargé de développement social territorial au CIAS, du Grand Libournais. Donc une autre échelle, mais peut-être que vous pouvez nous parler à cette échelle, comment ça se passe quand on s'intéresse, à la lutte contre la précarité alimentaire? Donc le Centre intercommunal d'action sociale du Bournais, c'est au cœur de la deuxième agglomération girondine après la métropole. Donc ça regroupe 45 communes, 90 000 habitants. Et donc cette question en fait alimentaire, elle s'est posée. En tout cas, il y avait déjà un lien très fort entre le CCS de Libourne et les associations de Libourne. Mais au moment du Covid, il y a eu la fermeture des associations. Et donc, avec les collègues agents territoriaux, on a aidé à la réouverture des associations et on est allé jusqu'à de la livraison à domicile. Donc, effectivement, c'est une activité qui n'est pas forcément habituelle pour un CCS ou un CIAS. Mais ça peut rentrer tout à fait dans la définition de l'intérêt communautaire. Donc, l'intérêt communautaire, c'est ce qui définit les missions d'un CIAS. Nous, c'est tourné aussi vers la santé, donc ça rentre en ligne de compte. Donc, on m'a donné finalement, j'ai eu un appui politique fort par le vice-président du CIS et la vice-présidente du CCS de Libourne pour aller plus en avant, pour mettre en valeur les enjeux concernant la lutte contre la précarité alimentaire. Et donc, entre 2022 et 2023, on s'est appuyé d'étudiants de l'IRTS pour faire un diagnostic, ce qui a permis de lancer une dynamique avec la douzaine d'associations de l'ensemble de l'agglomération pour ouvrir les pistes de travail sur la suite du mandat et peut-être peut-être plus loin. Donc, on a relevé bien sûr les enjeux autour du bénévolat dans les associations, la les modes d'alimentation, qu'est-ce qui est, de la qualité et de la quantité des denrées qui sont disponibles et la coordination. Voilà. Et j'allais demander, plus précisément sur, ce diagnostic-là, quels sont, par rapport les publics qui sont touchés? Peut-être est-ce que vous avez vu aussi, un besoin particulier sur une certaine population et comment ça s'exprime, sur votre territoire? Alors, il y a, historiquement, une population qui fait appel aux centres communaux d'action sociale ou aux maisons départementales des solidarités pour avoir une prescription pour, un colis d'urgence ou, un soutien de manière durable. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le cœur des CCS, c'est cette question de l'accès aux colis alimentaires. C'est une variable d'ajustement budgétaire, au-delà de la faim et du besoin d'avoir une qualité dans l'assiette, hein. C'est aussi une variable budgétaire pour pouvoir finir les fins de mois. Donc, voilà, ce sont les enjeux. Et donc, au niveau de l'évolution de la population, on voit arriver des personnes, des retraités, des travailleurs pauvres. euh, voilà. Et donc, il y a déjà des actions qu'on a pu mettre en place au-delà de cette coordination, hein. Alors, je précise que les associations de l'agglomération, il y en a certaines qui sont à l'origine caritatives, mais qui sont de solidarité, hein, le Secours populaire, le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, euh, j'ai- j'en oublie, hein, les Restos du Cœur, bien sûr, l'Auberge du Cœur à Libourne. Donc, ces différentes associations, elles sont aussi on va dire dans un paysage où il y a aussi des épiceries solidaires qui sont portées par des espaces de vie sociaux ou des centres sociaux au niveau agglomération. Donc là, on a une douzaine d'associations actives et très dynamiques sur le territoire. Donc, on s'appuie essentiellement sur elles. Et il y a une activité spécifique au CCS de Libourne qui est une distribution annuelle pour remplacer les associations d'aide alimentaire de Libourne
qui ferme à cette période-là, puisqu'il faut bien se reposer, en appui direct avec la banque alimentaire. Donc c'est une action en direct avec un ou 2 bénévoles par association et ça permet de mobiliser aussi les collègues du CCS de Libourne pour faire cette distribution. Donc là, on vient pallier à un besoin, voilà, on a l'habitude de l'élan de solidarité qui doit continuer bien sûr au moment des fêtes, mais il garde, on garde ce besoin aussi, heu, en plein été, voilà, pour pallier aux fermetures. Donc là, on a un peu dressé, le portrait de ce gros sujet qu'est la précarité alimentaire, en revenant sur des définitions et un peu sur, grâce à vos expériences, professionnelles et personnelles, des éléments plus concrets. Hem On a réalisé en juillet dernier un groupe de travail, qui était à destination de l'ensemble du réseau. Un groupe de travail qui souhaitait savoir où en étaient les territoires, sur le sujet de la précarité alimentaire. Donc, lors de ce groupe de travail, nous avons eu, 28 participants qui étaient, d'origine, de types différents. On a eu des intercommunalités, des départements, on a eu aussi des associations, de l'aide alimentaire, mais aussi de l'éducation et de la sensibilisation. On a eu des épiceries sociales et solidaires, voilà. C'était assez varié. Je dis «on» parce qu'on y a travaillé ensemble avec, Nathalie Corrade et Margot Larcon, qui est ici même, qui nous ont appuyés pour, réaliser ce groupe de travail. Vous pouvez voir, à l'écran effectivement le nombre de participants et leur typologie. Hem Il y a plusieurs, discussions qui ont eu lieu lorsqu'on a travaillé, notamment les enjeux, les problématiques finalement que les territoires, auxquelles les territoires, s'intéressent. Hem, pour les territoires, ce qui était important, enfin les territoires et les acteurs présents, ce qui était important de pointer et de souligner, c'était que la précarité est dépendante d'éléments structurels tels que l'environnement, l'aménagement du territoire, la culture. Finalement, ça fait la précarité alimentaire, ça fait partie d'un grand chapeau aussi, global des précarités. Hem que la précarité, elle peut être aujourd'hui aussi, identifiée de différentes manières. Elle est exprimée de différentes formes. Il y a la précarité, des personnes qui vont être dépendantes, de la distribution alimentaire, de maraude. Il y a des précarités, qu'on pourrait, qualifier de formes, plus modérées ou en tout cas qui sont, celles, les 8 millions qui vivent en insécurité alimentaire, c'est-à-dire, qui ont la contrainte dans le choix de leur alimentation. Heu cette précarité alimentaire, elle ne concerne pas effectivement que les milieux urbains, mais aussi, les milieux ruraux. Heu heu Et donc à la suite, de ces discussions, nous avons, défini 14 enjeux, donc 14 sujets sur lesquels il était important de discuter et l'enjeu de ces enjeux l'ensemble de ces enjeux hem, qui souhaitent répondre, à la lutte contre la précarité alimentaire. Et ben, il a fallu savoir, par où commencer, en fait. On a effectivement 14 gros sujets, mais par où on commence quand on est face à la précarité alimentaire? Et donc, il y a eu un exercice de priorisation de ces enjeux. En sont ressortis, après reformulation, les 4 enjeux qu'on peut rafficher à l'écran. C'est possible? Donc, le premier enjeu qui est, permettre un approvisionnement en produits de qualité, qui puisse garantir aussi, la dignité de tous. C'est partir de l'existant, en partant de l'existant aussi, c'est initier des coopérations au service de la lutte contre la précarité alimentaire, plaider pour la reconnaissance d'un droit à l'alimentation et on reviendra sur ce thème un peu après. C'est garantir la juste rémunération des travailleurs, du système alimentaire. Donc tout cela, ça nous a amené à plusieurs discussions aussi, et analyses. Donc je vais laisser Margot aussi, prendre la suite.
Ouais, enjeux. là, c'est bon. Mais donc, au cours de de travail, on a fonctionné hein, ce qui a émergé de toutes ces discussions et de ces enjeux, donc comment prendre en charge ces enjeux sur les territoires entre différents acteurs. Donc, il y a plein de sujets hein, qui sont sortis et parmi les questionnements, hein, un des éléments qui a émergé, c'est quel peut être le rôle des collectivités, notamment des politiques publiques locales, dans la prise en compte de la précarité alimentaire. Et notamment les PAT, dans un contexte où, comme ça a été dit précédemment, hein, donc il y a une diversité d'enjeux qui sont liés et font s'imbriquer différentes échelles d'action et de réponses, et où il y a une multiplication, une diversification des acteurs hein, qui s'attellent au problème de la précarité alimentaire. Donc en fait, pour un certain nombre d'acteurs qui étaient présents qui étaient présents à ce groupe de travail, et c'est ce qui ressort aussi de la littérature scientifique, hein, se pose une question aujourd'hui à l'échelle des territoires de coordination des actions, de mise en cohérence de ce qui est fait, de spatialisation et d'identification de quelles sont les actions déjà conduites et quels sont aussi les manques hein, en fonction des publics, en fonction des territoires. Donc voilà, ça faisait partie un peu de ce qui est ressorti de ce premier groupe de travail. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je voulais aussi vous faire réagir à ces enjeux qu'on affiche et aussi ce dont on a discuté pardon, quand on a préparé, ce webinaire. Donc, quels sont aujourd'hui pour vous les enjeux, on pourrait parler des grands chantiers en fait, qu'il faut mener, quels sont les points d'intention? En fait, il va falloir, travailler tous ensemble. Je vous Oui, en oui, je veux bien prendre la parole. L'un des défis qui se pose aux acteurs caritatifs et aux grands réseaux caritatifs, c'est celui de leur approvisionnement en produits de qualité. Et tout ça parce que depuis une quarantaine d'années, en fait, cette année, les 40 ans des banques alimentaires, nos amis des Restos du Cœur fêtent aussi leurs 40 ans. Et ça fait nombre d'années que notre approvisionnement traditionnel, c'était pour partie ce qui était accompagné par l'Union européenne au travers de un instrument européen qui était le FEAD, le Fonds européen d'aide aux démunis, aujourd'hui intégré au FSE+. On avait ce qui était récupéré au sortir de la grande distribution et qui a été à un moment donné boosté par la loi Garot 2015, hein, loi Garot qui contraignait la grande distribution à flécher vers les réseaux caritatifs un certain nombre de leur surproduction ou de produits invendus. Et puis après, plus traditionnellement, ce qui est fait au moment des collectes des réseaux caritatifs, c'est cette fin de semaine, la collecte annuelle des banques alimentaires, par exemple. Le challenge dans un contexte où on a une évolution sensible année après année des publics qui ont recours à l'aide alimentaire d'urgence. Je crois que les données là-dessus ne démentent pas, et nous on le constate année après année. Les associations qui viennent frapper à nos portes annoncent des publics en augmentation significative année après année. On a d'un côté donc un besoin qui s'accroît et de l'autre une ressource traditionnelle qui est en singulier recul. C'est ce que l'on récupère au sortir de la grande distribution au travers de ce qu'on appelle la ramasse quotidienne. Tout simplement parce que la grande distribution a probablement mieux appris à gérer des produits plutôt en fin de vie. Vous avez des rayons de démarque dans la grande distribution. Egalim est venu à mettre une louche de plus. Et donc, on est confronté, on est pris dans cette espèce de tenaille où d'un côté, vous avez plus de demandes et de l'autre côté, moins de ressources. Et donc, face à cette situation-là, comment on réagit avec les acteurs du territoire? Alors, vous avez évoqué la présence en Nouvelle-Aquitaine d'un pacte alimentaire, et dans ce pacte alimentaire régional, il y a un chapitre dédié à alimentation, solidarité, citoyenneté, etc. Dans ce chapitre-là, il s'agit de faire en sorte qu'avec les acteurs économiques de notre territoire, on puisse voir comment on est en capacité à aller récupérer de la ressource alimentaire, tant qu'affaire de qualité, pour les publics qui, plus nombreux, viennent frapper à nos portes. Un exemple pour être très concret, le monde de la coopération agricole a souhaité
en particulier en Nouvelle-Aquitaine, accompagner le réseau des banques alimentaires pour un public cible qui est celui des jeunes et des étudiants plus particulièrement. Bordeaux, chaque semaine, s'agissant des banques alimentaires, et on n'est pas les seuls, c'est plus de 500 personnes qui sont accompagnées au travers de colis alimentaires d'urgence. Ces publics-là venant s'ajouter à ceux qui vont fréquenter les épiceries sociales étudiantes qui elles aussi viennent s'approvisionner à la banque alimentaire. Et tout ça, la plupart du temps, sur la base de prescriptions données par les travailleurs sociaux du Crous. Donc, ce n'est pas open bar, c'est des gens qui visiblement sont accompagnés, pointés, dirigés par les travailleurs sociaux du Crous. Eh bien, essayons donc de construire des ponts entre les filières économiques de nos territoires, le monde de la coopération, et ce n'est pas le seul, le monde de l'agroalimentaire d'autre part, le monde agricole, et on va les retrouver dans le PAT notamment, comment on peut, à partir d'une ressource locale, aider les acteurs qui se mobilisent au quotidien auprès des publics en grande précarité. Donc, mon travail au sein du réseau des banques alimentaires, c'est d'essayer de construire ces ponts entre les acteurs de nos territoires pour que, à partir de ce qu'ils peuvent faire sur nos territoires, eh bien, on puisse pallier à ce qu'on n'a plus de la grande distribution et surtout, on va y gagner peut-être en volume, mais surtout en qualité, parce que ce qu'on récupérait de la grande distribution, il y a quelques fois, on pouvait être considéré comme la poubelle de la grande distribution. Et ce qu'on récupère au travers du Fonds social européen, assez souvent, c'est des appels des marchés publics européens. Ça m'est arrivé, j'étais alors président de la Banque alimentaire de la Gironde, de distribuer des steaks hachés qui avaient la couleur du steak haché, la texture du steak haché, mais peut-être pas la valeur nutritive du steak haché. Ça avait fait un peu scandale, on a empoisonné personne, mais quand même. Donc, le sujet, c'est comment on peut, à l'échelle de territoire, et notamment dans une région comme la nôtre, qui, haut et fort, clame qu'elle est la première région agricole d'Europe, comment, à partir de cette ressource locale, on va être en capacité à donner un coup de main à ces publics qui, pour un tas d'autres raisons, viennent frapper à la porte de nos associations locales. Et pour compléter, peut-être que vous avez... Donc là, on a bien compris la dimension, effectivement, Le défi. le défi de l'approvisionnement, enfin, autant quantité que qualitative. Oui. Est-ce que enfin, il y a d'autres enjeux qui sont identifiés? Peut-être, Emmanuel, vous voulez réagir? Parce que la précarité alimentaire, effectivement, il y a l'approvisionnement, mais heu, c'est aussi comment on travaille tous ensemble, comment est-ce qu'on fait pour, la prendre au sein de la précarité au sens global? Oui, il y a ça, et puis il me semble-t-il, un enjeu éducatif qui est prioritaire. J'ai parlé des actions que nous menons auprès des enfants des écoles. Je crois qu'il y a aussi des actions à mener auprès des populations qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire ou pas, hein, et qui sont en situation de précarité, pour montrer tout simplement que on peut s'approvisionner en produits locaux, encore faut-il savoir où ils sont, Mmh. encore faut-il savoir comment les cuisiner et les cuisiner de manière simple, et on va retomber sur des effets sur l'économique et sur la capacité à pouvoir se nourrir. Parce que quand on a cette démarche-là, et nous on l'a eu dans certaines de nos écoles, dans certaines de nos cantines, avec des préjugés au départ de certains élus et de certains agents de cuisine, que ça allait coûter plus cher parce qu'on allait acheter des produits bio, des produits directement aux agriculteurs, etc. Et en fait, c'est l'inverse qui se produit, parce que quand on achète des produits de base, des produits frais, qu'on les cuisine simplement, eh bien, le coût matière à l'arrivée est plus faible que d'acheter des conserves, des surgelés qui sont issus de la filière agroalimentaire. Et donc, ce travail éducatif, je crois qu'il faut essayer de le généraliser. Nous, on va tenter de le faire, notamment en lien avec Périgord Habitat, sur des quartiers prioritaires de la ville, Mmh. en essayant d'animer des ateliers de cuisine, alors auprès des bénévoles qui interviennent dans l'aide alimentaire, mais aussi directement auprès des habitants, en lien avec Périgord Habitat, qui a un contact privilégié avec eux. Voilà, donc je mets beaucoup d'espoir dans ce type d'action pour essayer petit à petit de semer des graines positives. Après, effectivement, il y a aussi des enjeux plus globaux et qui font que si on est en situation de précarité alimentaire ou d'insécurité alimentaire, c'est parce que par ailleurs, on a des dépenses qui sont contraintes. Et je pense notamment à une qui prend de l'ampleur dans le budget des ménages, c'est celle du logement.
Donc, pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire que si à l'arrivée, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir se nourrir correctement, c'est aussi parce qu'on a cette contrainte du logement, et y compris dans nos territoires ruraux, hein, où le logement coûte assez cher. On en parlait tout à l'heure avec les collègues. Ne parlons pas de la ville de Bordeaux, mais évidemment. Et donc là, il y a vraiment un enjeu autour de ça, c'est-à-dire comment on peut permettre aussi aux gens d'accéder à une alimentation en desserrant les taux ailleurs. Voilà, donc Mm. ça me paraît important. En, en 1945, on a réussi à faire en sorte qu'un élément aussi important que l'alimentation, la santé, soit accessible à tous. Aujourd'hui, entre guillemets, il y a des différences bien sûr, mais personne n'est en précarité de santé autant que précarité alimentaire, parce qu'on a construit une solidarité autour de la santé qui fait qu'aujourd'hui, on peut, chacun d'entre nous peut se soigner à moindre coût, voire quelquefois à coût zéro, en ayant une santé de qualité. Pourquoi pas avoir le même raisonnement au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire de l'alimentation de qualité pour tous, quel que soit son niveau de revenu. Et je crois qu'il y a à penser quand même un système. Alors, il y a des expériences ou des réflexions autour de la sécurité sociale alimentaire, par exemple, mais il me semble qu'il faut qu'on arrive à ce nouveau paradigme, en fait, qui viserait à changer le système alimentaire global pour faire en sorte que tout le monde puisse s'alimenter, mais que ceux qui produisent aussi, les agriculteurs, ils Mm. puissent se rémunérer correctement et qu'on n'ait pas les effets néfastes qu'on a sur l'environnement et sur la santé. Oui, effectivement, il y a plusieurs choses qui existent aujourd'hui, donc les expérimentations, on dit aussi, en acronyme SSA, mais il y a aussi donc des associations, comme, de l'économie sociale et solidaire qui travaillent aussi sur, voilà, le travail sur des tarifications, à enfin, dépendant du niveau de revenu Tout à aussi, fait. les tarifications solidaires. Hem vous travaillez avec, certaines d'entre elles, sur le Libornais. Est-ce que vous avez, heu, un Alors, des exemples de autour de la sécurité sociale de peut-être? l'alimentation. Oui, il y Alors, a ça aussi. nous, enfin, ce territoire de l'agglomération, on n'est pas encore dans cette démarche-là. On n'est pas encore tout à fait avancé sur en termes, je parle qu'au niveau de notre collectivité territoriale. Ça n'empêche pas les associations de se tourner vers ce type de dispositif, si on peut appeler ça un dispositif, et le conseil départemental qui porte énormément à ce sujet. C'est l'occasion aussi de rappeler que on travaille très bien avec les collectivités comme le conseil départemental et les collègues du PAT. Et c'est l'occasion aussi de noter que finalement, la question, de comment on arrive à cette, alimentation pour tous, c'est arrivé pour nous à d'abord à travailler en transversalité, notamment en interne avec les services. Je pense à Mmh. notre service développement économique qui travaille sur l'installation de maraîchers, ou autres producteurs et le service de la transition écologique et là je me tourne vers les collègues aussi sur, la question de, heu, changer les habitudes de production au niveau des cuisines centrales ou la question de l'éducation, par rapport à l'alimentation. Donc finalement, c'est une démarche qui est en train de devenir globale. Mmh. Hem, Donc ça n'en un enjeu de cohérence et déjà de de cohérence, lien, voilà. même à l'intérieur déjà Déjà de la nous, structure. voilà, Ouais. le lien se fait et en interstructure. Je fais référence aussi à ça parce que pour revenir sur, ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, l'effet de cisaillement, on le voit arriver depuis plusieurs années sur, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, l'augmentation du coût de l'alimentation, le fait d'accueillir les Ukrainiens, toujours alors je précise, les associations le font toujours avec, jamais à reculons. Ça leur permet de réfléchir aussi leur mode d'accueil, hein, en fonction de qui on accueille, comment on accueille et cetera. Donc ça, c'est un aspect aussi positif dans cette démarche-là. Et ça a un effet sur la quantité de personnes que l'on accueille et sur la capacité à fournir l'aide. C'est-à-dire que ce cisaillement, il se fait sur l'augmentation des personnes qu'on accueille, oui, mais aussi la perte de moyens. On a parlé, oui, Mmh. bien sûr, de la qualité et la quantité, mais c'est la perte de moyens. Là, les décisions budgétaires nationales qui sont en train d'arriver, qui font débat à l'Assemblée nationale, vont avoir un impact direct. C'est-à-dire que ça fera moins de moyens à allouer. Comment on va le faire? Qu'est-ce qui va se passer en interne? On ne peut pas le savoir ou je pense qu'au niveau territorial, sur l'ensemble des départements ou collectivités, c'est difficile de le déterminer aujourd'hui. En tout cas, ça veut dire qu'il faut défendre, heu, la nécessité de soutenir encore et toujours et à la même hauteur les associations. Et pour moi, l'objectif là-dedans, c'est aussi je fais, assez court parce qu'il y aurait beaucoup à dire, c'est aussi changer son regard sur la pauvreté. C'est vraiment qu'on regarde cette situation, les personnes qui sont dans cette situation
avec un autre regard au niveau, bon, voilà, je dirais pas institutionnel, mais sur les institutions, voilà, un autre regard. Et la question de la sécurité sociale de l'alimentation, eh bien, on est toujours attentif à regarder ce qui se passe chez nos voisins, à Sainte-Foy-la-Grande en particulier, ou à Bordeaux avec les étudiants, ou en Sud-Gironde, pour que cette dynamique peut-être aboutisse chez nous, quoi. Voilà. Et donc je me tourne vers vous, Margot. Donc c'est aussi des projets, enfin des expérimentations que vous avez suivies. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la manière dont ça se déroule? Quels sont un peu peut-être les enseignements aussi très rapides de cela? Ou, et en parallèle, donc les enjeux que cela suscite, peut-être ceux qui semblent prioritaires aussi selon vous? Alors, dans le cadre du programme de recherche Cerialina, on conduit en effet, je disais, des travaux dans une perspective de justice alimentaire, où on s'intéresse à la fois à l'accès à une alimentation de qualité, hein, comme ça a été souligné, et en même temps à des questions de démocratie alimentaire. Donc, qui participe, qui peut choisir l'alimentation et changer à terme éventuellement le système alimentaire, comme ça a été suggéré. Et donc, nous, on a plutôt une entrée par les acteurs. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser en fait à la réponse, aux réponses fournies par rapport au dysfonctionnement des systèmes alimentaires par une diversité d'acteurs, donc notamment des acteurs associatifs, mais aussi par les collectivités. Et on regarde en effet, qu'est-ce que certaines expérimentations à l'échelle du territoire apportent en termes de transition juste des systèmes alimentaires. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va regarder. Et du coup, on s'est intéressé à différentes formes de réponses. Donc, on est allé regarder du côté des acteurs plus classiques de l'aide alimentaire, hein. Notamment, on avait conduit un travail en Creuse, dans la Creuse, pour identifier finalement quelles sont les réponses principales à la précarité alimentaire, quels sont les acteurs qui interagissent, est-ce qu'ils interagissent et qu'est-ce que ça crée sur le territoire. On a fait la même chose un peu à Agen avec des étudiantes de Bordeaux Sciences Agro l'année dernière, dans le cadre d'un projet étudiant, où à l'échelle de l'agglomération, les étudiantes ont été identifiées, en fait, spatialisées. Est-ce qu'il y a des territoires où il y a des populations qui sont plus exposées et quelles sont les principales réponses apportées en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire et quels sont un peu les manques, éventuellement les zones blanches ou les enjeux pour les acteurs de l'aide alimentaire classique. Et du coup, cette année, on va plus loin avec des nouveaux étudiants de Bordeaux Sciences Agro pour cette fois-ci questionner la contribution des agriculteurs et des agricultrices localement à la lutte contre la précarité alimentaire. Et là, ça rejoint un peu ce qui a été dit plus tôt sur voilà, la qualité de l'alimentation et comment les acteurs peuvent se coordonner à l'échelle des territoires. Donc, on travaille un peu de ce côté-là. Et par ailleurs, en effet, on a été amené on a fait partie du conseil du comité scientifique pour l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation étudiante qui a été portée donc, par l'association CREPAC et par la GEM, donc la monnaie locale girondine, l'année qui vient de s'écouler, hein, où en fait 147 étudiants ont eu accès pendant quelques mois, donc c'était entre septembre, octobre et le mois de juin, le mois de juillet, à l'équivalent de 100 € par mois pour en gros, acquérir des produits alimentaires au sein du réseau des commerces conventionnés par la monnaie locale girondine. Et donc, on a été en l'échange d'une cotisation libre à partir de 10 € par mois. Et donc, on a une étudiante qui a fait un stage, qui a été questionnée, faire des entretiens semi-directifs avec des étudiants qui ont participé au dispositif, mais aussi avec les porteurs du projet, avec un certain nombre de financeurs. Et donc, on a été étudier finalement ce dispositif-là, quel levier il active à l'échelle des étudiants, qu'est-ce qu'il met en place, qu'est-ce que ça fait aux participants. Et donc, parmi les premiers résultats, là, on est en train de retravailler les données, hein, on est dans la phase d'analyse. Ce qui ressort, hein, c'est que ça a été, donc il y a des termes qui ressortent, une bouffée d'air pour les étudiants, en effet, d'avoir, par le levier économique, en fait, accès, non seulement à une alimentation en quantité, hein, puisque les étudiants font partie, il faut revenir là-dessus, mais des publics qui sont de plus en plus exposés à la précarité alimentaire, hein, et c'est beaucoup le cas à Bordeaux. Enfin, ça se vérifie. Et donc accès, limitation du nombre de seaux de repas, mais en plus, via le dispositif du conventionnement, accès à une alimentation qu'ils ont trouvée meilleure au goût. Et là, on est aussi dans la justice alimentaire. Donc voilà, il y a des effets vraiment bénéfiques. Après,
Aujourd'hui, il y a encore un manque de recul sur ces expérimentations qui sont vraiment développées, ce qu'on pourrait dire à des échelles un peu micro, hein. Il y a un collectif national SSA, donc je vous invite à aller sur leur site internet, hein, où il y a une cartographie des expérimentations en cours, une définition des principaux piliers qui sont censés un peu faire commun entre les expérimentations. Et lier, mettre en discussion, enfin permettre la discussion entre les acteurs qui portent ces initiatives. Mais il y a encore un manque de recul. Et aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs initiatives qui se montent. Et nous, en l'occurrence, on commence à suivre une expérimentation qui est conduite aussi en Charente, qui a commencé. Il y en a une qui est en phase d'élaboration aussi dans les Landes et qui est portée par le MODEF. Donc voilà, donc on commence à étudier un peu ces initiatives-là et les leviers qu'elles peuvent activer. Et selon le portage, selon la structure qui porte, selon le territoire, les effets vont pas forcément être les mêmes. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont aussi, étudiées et donc qui vont sortir dans les prochaines, dans les prochaines années, des enseignements aussi, par rapport à ça, puisque c'est une diversité de territoires, une diversité d'acteurs et de manières de mener aussi, cette réponse. Hem, on a, heu, compris aussi qu'il y avait donc, des acteurs assez divers qu'il fallait mettre, autour de la table pour, répondre, de façon efficace aussi, au sujet de la précarité alimentaire. Hem, quelles sont les différentes, manières, d'approche de ce sujet-là? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met autour de la table, finalement, autant d'acteurs aussi sur un territoire? On parle de gouvernance, alimentaire. À l'échelle des PAT, par exemple, effectivement, c'est l'enjeu de vouloir rassembler. Peut-être, vous pouvez nous parler aussi, de l'importance de s'appuyer sur des acteurs qui mènent à des échelles plus locales, enfin plus micro, comme je pense, aux quartiers prioritaires de la ville, qui sont des territoires parfois d'expérimentation, pour des échelles plus macro parce que donc ce sont des quartiers qui bénéficient d'une reconnaissance particulière de par, ces caractéristiques, hem, et ben, qu'on dit prioritaires parce que, ce sont des poches, de pauvreté notamment et donc là, vous avez, notamment mené une expérimentation donc, des jardins partagés, sur la ville de Périgueux. Réellement engagé de ce type d'action, mais par contre, on a financé une étude effectivement sur les modalités, les différentes modalités d'accès des habitants à une alimentation locale et de qualité, donc soit au travers de jardins partagés, mais on a comparé ça aussi à d'autres expériences de passage en régie, par exemple, pour certaines communes, d'exploitation tout simplement communale qui servent à alimenter, et cette étude a permis de comparer un petit peu les différents systèmes. Alors ça, c'est vrai que ça s'est centré autour des quartiers prioritaires de la ville et l'idée, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut après dupliquer ça éventuellement ou en tout cas le reproduire de manière plus ou moins équivalente sur d'autres communes beaucoup plus rurales et qui sont pas en quartier prioritaire de la ville. Donc oui, on essaye d'entretenir au sein du PAT ce lien entre urbain et rural. Vous avez Mmh. commencé dans votre introduction sur ces aspects. Voilà, et donc il y a des projets qui sont portés plutôt par la partie urbaine du territoire. Je pense au projet Silo qui est porté par l'agglomération de la communauté de l'agglomération du Grand Périgueux, qui va en son sein contenir un restaurant solidaire et des jardins aussi partagés. Et donc l'idée, c'est bien aussi de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut à la fois accueillir des personnes du monde rural sur ces lieux-là et ensuite dupliquer ailleurs. Alors, par à moyenne échéance quand même, mais il y a vraiment cette volonté, oui, d'avoir une démarche territoriale en tous les cas. Mmh. Et c'est vrai que le PAT, si on n'a pas un nombre diversifié d'acteurs autour de la table, les moyens d'action et l'envergure du PAT sera davantage limité. Donc ça a été un réel effort, notamment de notre chargé de mission, de réunir autour de la table et dans le comité de pilotage du PAT un maximum de partenaires. On a parlé tout à l'heure de système alimentaire. Système, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un système, il n'est pas constitué d'une seule pièce. Il faut que ceux qui participent autour de la table. Et donc ça veut dire, on le mentionnait tout à l'heure, mais un travail, aussi avec les services, d'autres services, qui sont pas forcément, heu, avec lesquels on ne travaille pas forcément naturellement. Je pense à la politique de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi un travail avec, les chargés de mission politique de la ville qui sont eux,
en charge de cette politique qui concerne notamment les quartiers prioritaires de la ville. Oui, tout à fait, notamment sur cette étude-là. C'est même eux qui nous ont Ouais. sollicités en disant, voilà, vous démarrez un PAT, ça serait intéressant que vous rentriez dans le cadre de cette étude. Tout à fait. Et en parlant de complémentarité, je voudrais aussi, apporter le sujet, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, mais des des établissements, de l'économie sociale et solidaire qui sont, donc, comme je disais, d'autres manières, d'autres réponses aussi, à la lutte contre la précarité alimentaire, qui complètent aussi l'action, par exemple, des associations caritatives. Hem, comment se fait, ce lien ou en tout cas, ce travail avec, ce réseau-là? Ou est-ce qu'il y a une volonté aussi de travailler ensemble? La précarité alimentaire n'est jamais une des faces d'une précarité malheureusement souvent plus large. Et donc, s'il y a une dimension à laquelle on est attentif, notamment dans le réseau des banques alimentaires, c'est de faire en sorte que autour de l'aide alimentaire, on puisse avec le concours de travailleurs sociaux notamment, essayer d'appréhender les autres visages d'une précarité malheureusement plus large ou plus globale, celle liée à la santé, liée au logement, liée à la mobilité, liée à l'emploi, liée à la fracture numérique notamment. Et donc, je trouve intéressant, moi, c'est de voir comment ces initiatives nouvelles, on a parlé de sécurité sociale de l'alimentation, on aurait pu parler hier du chèque alimentaire, mais qui pour l'instant est mort-né. Bref, toutes ces initiatives, en quoi elles permettent certes de répondre à ce besoin d'urgence qui est l'urgence alimentaire, mais comment, à partir de cette question-là ou de cet enjeu de l'urgence alimentaire, on accompagne les publics que l'on aide à ce titre-là vers finalement le retour à, entre guillemets, à meilleure fortune, quoi. Et donc, ça renvoie au travail avec ce que tu peux faire avec les travailleurs sociaux, avec les outils tels que vous avez sur vos territoires pour que l'aide alimentaire ne soit jamais coupée de toutes les autres formes d'accompagnement que je viens d'évoquer. Alors je peux que être d'accord avec, cette question. Effectivement, pour moi, c'est des grands enjeux. C'est comment on sort des dispositifs? Comment finalement, c'est on se pose la question actuellement de comment on arrive à faire fonctionner, mais effectivement, c'est comment on arrive à faire sortir les gens des dispositifs dans de bonnes conditions. C'est là le vrai c'est effectivement l'enjeu, et comme vous l'avez énoncé sur la question de l'ESS et des chantiers d'insertion, par exemple. Bon, alors chez nous, il y a vers la ferme debout. Mais peut-être qu'à l'avenir, alors moi je ne suis pas décisionnaire, hein, je n'ai pas un rôle politique, mais en tout Mmh. cas, je peux le soutenir et dire attention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là? Ça permettrait d'avoir un temps pour ces personnes-là pour revenir à l'activité et effectivement commencer à traiter la situation, continuer de traiter leur situation sociale et de vie un peu plus globale. Voilà, donc c'est ça, c'est effectivement, ça fait partie des pistes qui sont à étudier. Sur les enjeux, il y a aussi la question des ressources. Ça, c'est un autre sujet. Quand je dis les ressources, j'en ai parlé tout à l'heure pour les associations. Là, une des prochaines étapes pour nous avec les associations, c'est de voir avec elles comment on peut les aider à reterritorialiser pour que finalement les communes sachent faire appel à un tel ou un tel. Je Mmh. m'explique, c'est-à-dire que suivant l'endroit du territoire, la commune qui est dans le nord du territoire, je précise que le territoire de l'agglomération libournaise, c'est un territoire qui est à la fois urbain et rural. Et donc, il y a une partie peut-être qui va être au nord du territoire, aux alentours de Coutras, avec certaines associations, le Secours populaire, le Secours catholique, etc. Et vers Libourne et le sud, voilà, Secours populaire toujours, voilà, ou Saint-Vincent-de-Paul par exemple. Et l'idée, c'est de se dire comment les communes peuvent aller voir tel ou tel autre asso pour qu'il n'y ait pas de doublons. Et s'il n'y a pas de doublons, ça veut dire que les ressources sont mieux Répartis. réparties, voilà, Mmh. c'est-à-dire avec les uns et les autres. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire d'actualité et fonctionnel de l'existant. Mais l'enjeu, effectivement, c'est de sortir des dispositifs et d'avoir à portée de la denrée alimentaire de qualité en quantité suffisante pour tous, quoi. Voilà. Une première question, donc celui de concernant l'enjeu de la banque alimentaire qui est celui de l'approvisionnement en produits locaux et de qualité. Hem, Oui. alors, Alors, il y a une question qui s'adresse plutôt aux banques alimentaires, hein. donc je redis juste la question. Quels sont les outils disponibles pour aller vers un approvisionnement en produits de qualité? Quels seraient les manques?
Et puis ensuite, comment un PAT pourrait y contribuer. Alors, Est-ce que vous travaillez peut-être déjà aussi avec des PAT par ailleurs? Alors, oui, on essaye de développer des outils et le numérique, à cet égard, rend grand service, de développer des outils qui permettent d'aller récupérer au local un certain nombre de dons qui, d'abord, permettent de lutter contre toute forme de gaspillage et ensuite qui permettent d'accompagner des publics localement en termes alimentaires. L'outil, il commence à être un peu connu, Proxidon, on en parlait tout à l'heure. C'est finalement le numérique au service d'acteurs locaux. On identifie sur un territoire un donateur putatif qui peut être un agriculteur, qui peut être un métier de bouche, qui, à la fin de sa journée, ou l'agriculteur qui, lorsqu'il a fait ses classements de produits, certains rentrent dans le cahier des charges de son marché et d'autres n'en font peut-être pas partie. Pour autant, ils sont parfaitement comestibles. Comment ces produits qui sont en surplus de production peuvent être récupérés. L'outil Proxidon permet, à partir de la volonté d'un producteur, il peut les mettre en ligne et immédiatement ça alerte dans un réseau de proximité 3, 5, 8 associations qui interviennent dans l'urgence alimentaire. Et donc, c'est une manière d'accompagner finalement un écosystème un peu vertueux. Ça porte à la fois des valeurs de proximité, souvent de qualité et de solidarité. Et le top du top, c'est les associations. On parlait tout à l'heure d'accompagnement. Lorsqu'une association qui est en contact avec un donateur, lequel donateur peut lui aussi être confronté à des problèmes d'emploi, c'est de mettre en relation le bénéficiaire in fine avec le donateur. Et là, pour le coup, c'est la cerise sur le gâteau si on arrive à le faire. Donc encore une fois, moi je jette pas euh, le caillou dans la poche systématiquement de la grande distribution pendant 30 ans. Heureusement qu'elle a pu nous donner un coup de main parce que enfin, chaque semaine sur Nouvelle-Aquitaine, c'est 250 000 personnes pour lesquelles il faut aller chercher de la ressource. Et le seul local, etc., n'y parviendra pas. Donc il faut qu'on soit un peu imaginatif là-dessus. Et merci au numérique parce que là, sur le coup, il permet, dans un département comme la Gironde où l'outil est déployé depuis bientôt 3 ans. Cette année, en 2024, on va récupérer plus de 100 tonnes de ressources alimentaires auprès de métiers de bouche, quelquefois d'agriculteurs. Voilà. Donc, encore une fois, on essaye d'imaginer des manières de finalement sortir de ce que furent les modèles d'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour aller vers des modèles où, encore une fois, qualité, proximité, solidarité seront un peu le trépied de l'action collective. Et comment le PAT peut accompagner cela? Est-ce que donc vous avez des Oui. exemples de travail en Alors, coopération? on a rencontré il y a quelques mois déjà le collectif des PAT de la Gironde qui souhaitait avoir une information sur l'outil Proxidon. Parce que dans les PAT, peut-être pas à Dordogne, mais en tout cas dans beaucoup de PAT, cette question de production, alimentation et solidarité, comment on la joue? Et souvent, bien des élus s'interrogent sur la manière dont ils vont pouvoir s'en saisir. Eh bien, ça a permis, dans ces situations-là et pour les PAT de notre département, ici ou là, d'avoir des élus en lien avec des agriculteurs de leur territoire, de pouvoir faire le pont avec les associations qui relèvent de leur même territoire. Donc, encore une fois, il faut sortir des schémas d'antan pour aller vers les outils qui sont à notre portée, qui vont permettre, encore une fois, de faire jouer proximité et solidarité. En fait, si je peux réagir aussi, la question des ramasses, c'est aussi un sujet qui occupe les associations. Parce Ouais. qu'effectivement, la banque alimentaire le fait à très grande échelle et heureusement. Donc l'approvisionnement des associations, c'est d'une part, bien sûr, l'arrivée de la nourriture de la banque alimentaire et aussi des ramasses au niveau local. Donc on a des enjeux territoriaux de place, en fait. Donc quand on regarde un petit peu comment est organisée la grande distribution, en tout cas sur le territoire où je travaille, eh bien, tout est occupé. C'est-à-dire que telle association va là, telle association va là. Donc, ça nécessite une discussion entre les associations, les centres commerciaux, pour pas qu'il y ait tension et qu'il y ait assez de denrées. Effectivement, la loi anti-gaspi et la possibilité pour les grandes distributions de vendre à très bas coût a fait bouger énormément cette capacité en fait de ressources. Et donc, effectivement, les associations se présentent,
ont moins de quantité qu'avant, doivent trier et ensuite pouvoir éditer donc des bons pour faire défiscaliser les centres commerciaux. Donc effectivement, ce genre de dispositif, comme Proxidon, va permettre de faire ce passage. Donc, Mm. plus on va multiplier les ressources, mieux on va pouvoir avoir de la qualité et de la quantité dans l'assiette. Voilà. Sur le rôle des PAT, on, on avance pas à pas, mais ça n'est pas très facile. Nous, on va tenter de expérimentation en 2025 de lien avec un producteur maraîcher qui est partant avec la Maison 24, qui est une association d'aide alimentaire, afin de pouvoir voir comment on peut approvisionner justement l'aide alimentaire avec des produits qui sont faits en bio sur une exploitation. On l'a déjà fait en 2024 où on a pu aussi récolter des légumes, des fruits et légumes auprès de producteurs en faisant jouer les réseaux. Hein. On a plusieurs réseaux de producteurs, Manger Bio Périgord, Agro Bio Périgord par exemple. Mais il faut bien dire qu'on a pu faire ça parce que on a été lauréat d'un appel à projet et que donc on a eu du financement. Parce que c'est un peu, il faut bien le reconnaître, la quadrature du cercle. Mm. C'est-à-dire que comment on peut à la fois fournir des aliments de qualité à très bas coût, voire même les donner à des associations d'aide alimentaire et en même temps rémunérer des agriculteurs. Voilà, donc c'est là où je disais tout à l'heure que le système alimentaire dans lequel nous sommes ne convient plus et doit être revisité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un poulet industriel fait dans des conditions qui ne sont pas des conditions optimum, on va dire, et va se retrouver à 3 euros le kilo, et le poulet label ou fermier ou bio, il va être à 10, 12 euros le kilo. Ça devrait être le contraire puisque le poulet à 3 euros, il induit aussi des dommages environnementaux, des dommages sociaux, etc., dans les industries agroalimentaires qui vont suivre et qui vont traiter le produit. Enfin bref, des conditions de travail dans les abattoirs. Enfin bon, voilà. Et tout ça génère des coûts. Hein, c'est ce que dit le rapport qu'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, on va tenter des expérimentations, essayer de les généraliser. Mais on se heurte quand même à des difficultés structurelles quand même hein, par rapport à ces objectifs. Sur le rôle c'est vrai que c'est une question essentielle, surtout qu'il est maintenant de plus en plus attendu de la part des PAT de prendre en charge les questions de justice sociale et d'accès à une alimentation de qualité. Et qu'en effet, ce qui va pouvoir être conduit sur le territoire va dépendre des moyens financiers en place, des personnes qui vont pouvoir prendre en charge aussi ces actions-là. On sait que à l'échelle des territoires, les chargés de mission sont souvent déjà surchargés. Donc en fait, voilà, il y a une vraie question de qu'est-ce qui peut être fait, hein, quelles actions peuvent être portées par le PAT sans que ce soit forcément des actions isolées. Donc après, la Pierre suggérait tout à l'heure déjà rien que de la mise en lien entre les acteurs à l'échelle des territoires hein, et qui renvoie à ce rôle de médiation territoriale hein, qui a été démontré, hein, qu'assurent les PAT et qui est essentiel pour les enjeux actuels. Mais il est vrai que derrière se posent des vraies questions de moyens alloués au PAT pour eh ben, transformer les systèmes alimentaires. Et c'est vrai que nous, bah, là, dans le cas du programme Céréalina, on étudie hein, finalement dans quelle mesure les PAT peuvent activer des leviers. Et c'est vrai qu'en fait, les PAT sont déjà pas mal sous contrainte. Voilà, c'est une vraie question, je pense. Mais voilà, mais pour autant, bah, beaucoup de territoires se questionnent. Et nous, bah, c'est un peu aussi, ça fait partie des travaux qu'on conduit là, au sein de l'agglomération d'Agen. On travaille avec bah, nos collègues du PAT qui se questionnent, bah, voilà, quel rôle du PAT dans eh ben, ces nouveaux liens entre les agriculteurs et agricultrices locaux et les structures d'aide alimentaire ou les nouvelles, enfin les innovations pour lutter contre la précarité alimentaire. Dans la même, oui, dans le même sujet de, voilà, le lien, enfin, ce que les ramasses de la banque alimentaire, est-ce qu'il y a on envisage de l'achat de denrées, ce que notamment pourrait permettre l'appel à projet Mieux manger pour tous? L'appel à mieux manger pour tous, il permet beaucoup de choses, mais la priorité n'est pas d'abord sur l'achat de denrées alimentaires. Par contre, pour prendre une banque alimentaire que je connais un peu mieux, celle de Bordeaux, près de 10% de ce qui est distribué est acheté. Avant la crise sanitaire, il n'y avait pas d'achat. La charte des banques alimentaires, jusqu'en 2020, n'autorisait pas les banques alimentaires à de l'achat. Aujourd'hui, à la fois avec des moyens publics,
l'État un peu, les collectivités et les privés qui donnent des moyens à des outils comme les nôtres nous permettent d'être acheteurs. Et on ne va pas acheter à la centrale d'achat de la grande distribution, on va acheter ici à une SICA maraîchère, ailleurs à un petit abattoir mis en place par des producteurs. Bref, l'année dernière, pour la Banque alimentaire de la Gironde, on a acheté pour 800 000 euros de denrées alimentaires. 800 000 euros de denrées alimentaires. Alors, il a fallu aller les chercher quand même, ces moyens-là, pour le faire, hein. Donc, Donc c'est des c'est- dons de particuliers ou comment? comment? C'est l'achat, ça a Oui. été possible grâce aux dons des particuliers. C'est grâce à des dons Ouais. particuliers. Il y a l'opération Mon Panier Solidaire là, qui débute cette semaine. Et on a eu des moyens publics. On parlait tout à l'heure de la crise sanitaire et du public étudiant. La région a beaucoup aidé notre réseau pour que très rapidement et de manière très réactive, on puisse accompagner les publics étudiants pendant le gros de la crise sanitaire. Depuis, il y a d'autres outils qui sont arrivés. Alors, même si c'est malheureusement, ça touche pas tout le monde, le repas à 1 euro, etc., qui permet de limiter ici ou là un certain nombre de situations. Mais encore une fois, on est des acheteurs. Et mon travail, c'est d'accompagner les présidents des banques alimentaires en Nouvelle-Aquitaine dans une démarche de proximité. Parce que moi, j'ai un fils qui est agriculteur. Il ne vend pas aux banques alimentaires. Mais je suis issu de ce milieu-là. Tous les présidents de banques alimentaires sont d'honorables seniors qui ont fait d'autres parcours professionnels et qui se retrouvent là, d'abord au nom de leur générosité, du temps qu'ils donnent à l'action. Donc, il faut accompagner ces acteurs-là pour que ce réflexe de l'achat local de proximité soit un réflexe qui se construise pas à pas dans le territoire. Donc, ça suppose de construire les liens avec les acteurs, notamment du monde agricole. Et tout le monde n'est pas issu d'un territoire rural et ne connaît pas son organisation spécifique. Donc, ça suppose un accompagnement et à l'achat local. Je passe sur une autre question qui est qui suscite de l'intérêt, c'est comment réaliser un diagnostic de la précarité alimentaire dans un territoire rural avec peu d'acteurs d'aide alimentaire? Est-ce que ça a été le cas? Alors, avec peu d'acteurs. C'est pas quand il y a peu d'acteurs, déjà, c'est un grand signe dans le diagnostic. Ça permet de voir qui est concerné, qui ne l'est pas. C'est voir quels sont les acteurs, pardon, publics et privés. On peut lier ça aussi à, effectivement, je ne sais pas quel est le territoire dont on parle, hein, mais quand on dit peu d'acteurs de l'aide alimentaire, il y a sûrement des acteurs, en tout cas de la solidarité ou de l'action sociale, c'est-à-dire se tourner vers le conseil départemental qui saura combien de personnes peut être concernées par l'aide alimentaire, les CCAS. Et après, rien n'empêche de mobiliser un service extérieur. Bon, moi, j'ai mobilisé des étudiants, mais ça peut être une agence, pour aller plus loin et aller sur le terrain. C'est-à-dire que, voilà, ça peut montrer un manque. Et puis, la banque alimentaire du territoire en question saura répondre et dire qui est l'acteur, quels sont les acteurs concernés et se mettre autour de la table pour faire un point sur ben, combien de personnes ça comprend. Est-ce qu'il faut vraiment un dispositif spécifique ou une coordination globale sur la précarité alimentaire ou est-ce qu'il vaut mieux que ça reste dans les structures? Je pense que c'est vraiment se tourner vers ben, les acteurs de la pauvreté. Ouais. Ça renvoie à la question des zones blanches, hein, Oui. ce qui est évoqué là. Il y a des territoires où il n'y a pas d'acteurs qui interviennent Ouais. dans l'urgence alimentaire et donc ça renvoie à des initiatives qui sont prises ici ou là pour mettre en place des épiceries itinérantes. Oui. Exactement. Alors, j'ai un exemple très concret. Alors, je pourrais citer celui de la Gironde, mais là, pour le coup, je vais parler de la Creuse, où Ouais. la banque alimentaire grâce à Mieux manger pour tous, rendons à César ce qui lui revient en la matière, grâce à Mieux manger pour tous, s'est équipé d'un camion épicerie itinérante et ce sont les communautés de communes qui frappent à la porte de la banque alimentaire pour dire chez nous, il n'y a pas d'acteurs impliqués. Par contre, on sait que sur nos territoires, il y a des publics qui sont en souffrance sur cette question-là. Oui. Est-ce que vous pouvez venir donner un coup de main, etc.
c'est pas la banque alimentaire d'elle-même qui prend l'initiative, c'est sur la demande d'élus locaux que finalement on arrive pas à pas à construire une forme de toile d'araignée qui permet de couvrir au mieux. Et pourtant, il y a 800 partenaires qui chaque semaine viennent s'approvisionner dans le réseau des banques alimentaires. Même si le chiffre 800 peut impressionner, on ne couvre pas tout le territoire. Puis après, derrière, on en parlera peut-être à la fin, mais ça renvoie à la question du bénévolat. Hein. Oui. Bref, c'est un autre sujet. Alors, effectivement, le dernier acteur pour le diagnostic, c'est effectivement se tourner vers les communes. Parce que les communes, aussi par le biais de leur CCS, même quand il n'y a pas de CCS, de Centre communal d'action sociale, font de l'aide en direct. Et bien sûr, se tourner vers les personnes concernées. C'est-à-dire que c'est elles qui savent le mieux ce qu'elles ont dans l'assiette et quel est leur souhait ou leur besoin. Et c'est vrai que, bon, on n'a pas ouvert la porte jusque-là, mais ça paraît peut-être logique à tout le monde, mais il faut le rappeler. Si on fait un diagnostic sans les personnes concernées, on n'aura qu'un regard de structure et on va passer à côté de l'objectif des différents projets qu'on va souhaiter mener. C'est vrai que sur la question de la précarité alimentaire rurale, elle est quand même assez spécifique, hein, puisque en effet, souvent, la précarité alimentaire, elle est abordée sous l'angle urbain parce que c'est ce qui est le plus visible statistiquement. Il y a des politiques publiques, il y a des dispositifs, hein, qui la ciblent. Il y a en sciences sociales, c'est pareil, hein, finalement, beaucoup de travaux portent plutôt sur la précarité alimentaire urbaine et là, je renvoie à tous les travaux, même sur l'identification des déserts alimentaires qui, en France, sont plutôt identifiés à l'échelle, des quartiers prioritaires de la ville ou quoi. En fait, il y a cette idée qu'en milieu rural, voilà, on est proche des lieux de production, il y a de la solidarité et cetera et en fait, hein, comme, là, ça a été dit, en fait, non. Les populations des milieux ruraux et surtout, les populations les plus vulnérables, elles ont pas forcément accès à la production locale. Elles ont pas forcément accès aux circuits courts et aux dispositifs qui existent déjà et hem et elles sont potentiellement, selon les territoires, éloignées, des supermarchés puisque la population en milieu rural s'alimente comme en milieu urbain, c'est-à-dire, surtout dans les grandes Ça surfaces. questionne la mobilité Voilà derrière. et en effet, il y a pas de structure d'aide alimentaire partout et en effet, nous, on avait conduit une étude dans la Creuse et c'était vraiment identifié qu'il y avait des zones blanches. C'est la même chose sur le territoire de l'agglomération d'Agen, où les territoires les plus ruraux, sont vraiment à l'écart à la fois des commerces, et des structures d'aide alimentaire. Donc ça pose des vraies questions de mobilité. C'est vrai que le camion solidaire dans la Creuse est un bel exemple de coopération, entre associations, pour ça et du coup, c'est vrai que pour réaliser ces diagnostics, en fait, ça dépend vraiment de la structuration en fait déjà des acteurs à l'échelle du territoire. Est-ce qu'il y a un PAT qui a déjà fait un diagnostic et qui a identifié ces acteurs ou pas? Est-ce qu'il y a enfin voilà, je souscris totalement à ce qui a été dit sur c'est important d'aller vers déjà les publics concernés, mais aussi est-ce qu'on a une vision claire des acteurs engagés dans la lutte contre la précarité alimentaire, tous les acteurs dans le champ de l'action sociale? Et ensuite, comme ça a été dit aussi, c'est vrai que c'est des acteurs extérieurs qui peuvent conduire une étude, hein. Dans la Creuse, c'est le CPIE de la Creuse qui avait fait, une première, qui avait donné un premier tableau en fait, des actions conduites, des zones, où il y a plus de signaux faibles en fait de la précarité alimentaire. Parfois c'est fait directement dans le cadre de PAT. Nous, on l'a fait avec des étudiants. Donc finalement, c'est un peu au cas par cas, finalement, en fonction de l'écosystème d'acteurs, qui existe. Est-ce qu'il est déjà en relation? J'ai envie de dire. Pour l'instant, en tout cas de ce que je vois à l'échelle des territoires de Nouvelle-Aquitaine, ouais. Est-ce qu'Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose sur le diagnostic? Non, alors en territoire rural, oui, mais sauf que nous, on en a identifié des acteurs. Donc Ouais. voilà, rien que sur le Pays de Lille, je crois que c'est une trentaine d'associations qui interviennent, plus les institutionnels CCAS et SIAS qui doivent être au nombre d'une quinzaine. Donc ça fait quand même beaucoup de 700 bénévoles. Donc on n'est pas dans une zone blanche de ce point de vue-là. Ouais. Et justement, c'est une question qui, du coup, je trouve qui est un peu en lien aussi. Du coup, on parlait d'aller auprès des publics qui sont touchés par la précarité alimentaire. Est-ce que chez vous, ce diagnostic-là, est-ce que du coup, il a été fait, réalisé aussi avec ce public-là ou non? Et comment est-ce qu'on fait pour le mobiliser? Oui, c'est la Parce question que qui du vient coup, de s'afficher sur les ateliers oui, cuisine. là, c'est Voilà. affiché sur les ateliers, mais je me dis que effectivement, la diagnostic, si on en parle aussi pour que ce soit fait en cohérence avec les besoins identifiés par ces personnes-là, ça veut dire qu'il faut que on accède, enfin qu'on s'approche d'eux et qu'ils acceptent aussi de faire partie potentiellement de groupes de travail, d'ateliers, ils se mobilisent. Donc que ce soit des ateliers de sensibilisation Ouais. ensuite, hein, mais Alors nous, la première étape, ça a été elle n'est pas terminée, c'est de travailler avec les bénévoles de ces associations-là et d'organiser justement des ateliers cuisine et des visites de ferme
avec les bénévoles. Et là, déjà, je vois le sens de la question. Enfin, la rédaction de la question est plus longue là, mais elle fait montre de difficulté. Et c'est vrai que pour le moment, on a un petit peu de mal quand même à convaincre les bénévoles de l'utilité de ces ateliers. Donc, Ah on oui. va retravailler là-dessus. C'est le premier point. Et en 2025, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va travailler avec l'Office public HLM de Périgord, Périgord Habitat, et on va travailler directement avec la personne qui est interlocutrice des habitants, alors pas sur les questions d'impayés et tout ça, mais qui est plutôt interlocutrice sur des questions d'animation, elle travaille par exemple sur le déchet, on est passé en redevance incitative. Ben voilà, il y a tout, il y a aussi de la sensibilisation à faire autour de ces sujets, et donc cette personne-là est partante pour faire cette sensibilisation et ces ateliers cuisine déjà auprès d'immeubles ou de quartiers qui fonctionnent déjà bien dans les autres animations. Donc on essaye de s'entourer un peu des conditions de réussite dans un premier temps, ponctuellement sur certains quartiers. Et après, on verra comment est-ce qu'on peut, on peut essaimer. Cependant, moi, j'ai un peu confiance parce que je fais un parallèle. Alors peut-être que trop optimiste, mais je fais un parallèle avec ce que nous avons fait avec les agents de cuisine dans les restaurants scolaires, où il y avait quand même plus que du scepticisme au départ, à la fois de la part des maires et de ces agents de cuisine. Puis quand on a réussi à les rassembler, alors on a trouvé aussi bons formateurs, à les rassembler autour d'une cuisine et à dire à des agents de cuisine, allez, bah, ce matin on cuisine ensemble, j'ai ça comme produit, on y va. Et la mayonnaise, c'est le cas de le dire, a vraiment bien pris, ce qui fait que maintenant on a vraiment beaucoup d'écoles qui ont participé à ces formations et avec enthousiasme et qui en redemandent. Donc je me dis que si on arrive petit à petit, par l'exemple, à démontrer à quelques bénévoles, puis quelques habitants dans un quartier, ben, petit à petit, la boule de neige grossira. Mais c'est vrai que je reconnais que ça n'est pas évident pour le moment. Là, il faut quand même qu'on soit volontariste sur la question. On a des ateliers cuisine qui fonctionnent dans le réseau des banques alimentaires. Il y en a en Gironde, il y en a en Charente-Maritime, il y en a, je pourrais citer quelques-uns. À chaque fois, au-delà de l'atelier cuisine, alors d'abord, ça permet de valoriser au mieux ce qui est remis parce que vous donnez un chou-fleur à quelqu'un qui est en grande précarité alimentaire, il en fait quoi? Donc, ça renvoie à cette question-là. Et puis, à partir de l'atelier cuisine, ça renvoie à un des sujets qu'on a déjà évoqué, qui est celui de l'accompagnement. Si le formateur ou la formatrice permet de déceler parmi les participants de l'atelier cuisine d'autres sujets que le seul alimentaire, alors ça permet de mettre en œuvre et de construire des relais pour prendre d'autres aspects de la précarité de la personne qui participe à l'atelier cuisine. Et puis les échanges entre bénéficiaires pendant l'atelier cuisine, moi pour y avoir participé quelques fois, c'est vraiment un temps extraordinaire où tiens, tu as un problème de garde d'enfant à ce moment-là parce que tu as un rendez-vous, moi je peux te donner un coup de main, etc. Bref, il y a des formes de solidarité entre bénéficiaires qui se mettent assez spontanément en place. Donc chaque fois qu'on pourra aider à cela, et c'est très bien. Et ces ateliers cuisine sont financés par Mieux manger pour tous. Une question, y a-t-il des expériences de banques alimentaires ou de Restos du Cœur ou autres associations du coup qui ont un contrat avec une commune, un maraîcher, une association pour produire certains légumes et donc visiblement ça se fait à Aubusson entre la commune et les Restos du Cœur. Est-ce que vous Alors, je vais pas dire ouais, que ça existe, mais en tout cas, on l'a en projet en 2025. On a identifié un maraîcher proche de Périgueux, à Chancelade, qui est partant pour expérimenter ça. Donc, pas et en c dire plus, mais et donc on va est-ce l'expérimenter en et tout cas. ça va être un contrat de est-ce que vous avez déjà des Je idées sais pas, de parce que non, pas encore, parce que OK. voilà, on doit se voir début 2025 avec lui, avec la Maison 24, et on va essayer de bâtir ça. Ouais. Alors, c'est pas contractuel, mais il y a des associations d'anciens du monde agricole. euh, L'AMOMA, les AMOMA, il y en a une dans chaque département, l'association des médaillés du mérite agricole, ça existe, qui, dans un certain nombre de départements, travaille avec les lycées agricoles et les fermes des lycées agricoles pour y cultiver sur des parcelles du lycée agricole un certain nombre de productions maraîchères. C'est le cas en Creuse, tiens, notamment.
Et ensuite, avec les bénéficiaires et des bénévoles de la banque alimentaire, ils viennent récolter ces produits-là. Donc, c'est pas sous forme contractuelle, ce qui me paraît, pour moi, encore plus sûr, mais il y a des initiatives où, encore une fois, des acteurs publics, les lycées agricoles et des bénévoles se mobilisent pour essayer d'organiser le pont. Une dernière question et puis ensuite on passera à la conclusion. De notre côté, donc c'est d'abord un témoignage. De notre côté, nous tenons, d'enrayer et non de pallier à la précarisation. Donc, je ne sais pas sur quelle la Pépinonnière, je ne sais plus sur, quel territoire c'est. Les associations caritatives, la banque alimentaire font enfin un travail formidable, mais ça ne change pas de problème. Quelles sont les initiatives autour de l'autonomisation alimentaire des habitants? Donc ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de sortir finalement des dispositifs, je pense de l'aide alimentaire et donc d'aller vers l'émancipation, de ces aides-là, quoi. Je vous regarde parce Ouais, que peut-être que en fait, j'ai pas effectivement une réponse autre que celle de tout à l'heure, hein. En ouais. fait, je pense que c'est à toutes les échelles de l'accompagnement global qu'il faut arriver à continuer à coopérer, que chacun remplisse sa mission déjà, même en continuant d'avoir des moyens qui baissent, pour que chacun, les personnes concernées, puissent, voilà, arriver à un mieux. Donc, ça veut dire que voilà, ça peut être dans le champ de l'ESS ou autre, mais j'ai pas de réponse supplémentaire par rapport à ça. C'est difficile de le décréter. Ouais. Euh, Voilà, parce que la particularité, la question de la précarité ou de la pauvreté, elle est liée aussi à des conditions. Je vois certaines personnes qui passent dans les associations alimentaires. On a beaucoup de familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants. C'est-à-dire qu'il faut organiser des choses pour que, par exemple, une mère, je dis une mère parce que sur le Mmh. territoire, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes euh, euh, en famille monoparentale, puisse aller travailler avec un mode de garde adapté aux enfants, sachant que le tissu économique, par exemple, à Libourne, dans Libournais, ce sont des postes, là où il y a du boulot, c'est la restauration, ça peut être la vigne ou d'autres choses. Donc, ça veut dire des horaires décalés ou autre. Donc, ça veut dire qu'il faudrait avoir des modes de garde décalés pour pouvoir aller travailler. Et c'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, rien que s'occuper des enfants, en tout cas le rythme du quotidien des enfants, pour elles, c'est difficile de trouver un travail dans le même temps. Mmh. Et sans ressources au départ, c'est difficile d'engager des moyens pour aller travailler. Moi, j'ai coutume de dire, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Où va l'argent des pauvres. On oublie, je ne sais pas si ça vous arrive dans les discussions, mais on oublie souvent que la pauvreté, c'est très con ce que je vais dire, c'est ne pas avoir d'argent. Ce n'est pas un problème de gestion d'argent, c'est un problème de ne pas avoir d'argent. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans une extrême pauvreté n'ont pas le droit à l'erreur. Moi, avec mon budget, d'autres avec leur budget, eux ont le droit, ont la possibilité de faire une erreur. Dans ces cas-là, ils n'ont aucune possibilité de faire une erreur. Il y a tout de suite une sanction derrière, des adieux, etc., etc. Donc, la- il y a plusieurs paliers pour pouvoir sortir vraiment de cette précarité et aller vers un mieux. Et là, je ne parle pas, et j'évoque pas non plus des personnes qui ne pourront jamais travailler dans des circuits, on va dire, classiques, parce qu'il y a une pathologie, parce qu'il y a une dépression durable, etc., parce qu'ils sont, bon, voilà, on le sait, mais je le rappelle, ce sont des gens qui ont des parcours de vie qui ont été cassants, voilà, et des histoires de vie qui sont assez hallucinantes parfois, comme des personnes qui n'ont pas touché de salaire, qui sont sous contrat, etc., qui n'ont droit à rien et qui se retrouvent en fait être des cas spécifiques de l'action sociale. Et je rappelle toujours que dans la précarité et dans l'action sociale, ce sont que des personnes avec des situations très spécifiques. Mmh. Voilà, Et et complexes. sur les questions d'émancipation des individus, ou ce qu'on pourrait aussi appeler d'empowerment individuel et aussi au niveau collectif, en fait, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent se faire et qui sont essentielles au niveau de l'alimentation, hein, et tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui y tend, que ce soit les innovations au sein de l'aide alimentaire, les initiatives de SSA, le rôle des PAT. Mais en effet, comme ça a été dit, l'émancipation à des échelles individuelles et collectives, elle est plus large que ce qui va concerner le champ de l'alimentation. Et en effet, on parlait de système alimentaire tout à l'heure. Un système alimentaire, on estime que c'est l'interaction entre un complexe agroalimentaire où il y a tous les acteurs qui vont produire de l'alimentation, transformer, distribuer, consommer, etc. Et en fait, ce complexe-là, il est en interaction avec un environnement plus large, à la fois social, politique, culturel, légal, économique. Et en fait, les questions d'émancipation, hein, elles se posent
aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que eh ben, finalement, il y a un levier au sein des acteurs qui œuvrent dans le champ de l'alimentation, mais pas que. Les transformations, en fait, pour plus de justice, elles doivent aussi se faire à l'échelle de ce système plus large, hein, de cet environnement politique plus large. Et du coup, ça questionne aussi d'autres politiques sociales, d'autres politiques économiques, et non seulement en fait le champ de l'alimentation. Les transitions, en fait, voilà, elles doivent embarquer un ensemble d'acteurs, pas que d'un côté l'aide alimentaire, pas que d'un côté les agriculteurs, pas que d'un côté voilà, les consommateurs et les consommatrices sur lesquels on fait reposer un poids de la transition qui est très très fort aujourd'hui en France. Voilà. Donc je pense que c'est important voilà, de remettre en perspective aussi ça, hein, les questions de transition et de justice alimentaire, elles se posent aussi à d'autres niveaux et dans d'autres champs de la sphère sociale. Après, je pense aussi que dans la question qui était posée, là, il y avait autonomisation. Mm. Je pense qu'elle ne vise pas uniquement les personnes en grande pauvreté, où là, effectivement, on se heurte simplement à la limitation du revenu. Mais il y a toutes les personnes qui sont entre deux, voilà, qui sont quand même en précarité, mais peut-être moins que la grande précarité. Bon, voilà, on a quand même quelques pistes. Moi, je vais juste relier ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que pour moi, l'éducatif est tout à fait fondamental. Là, on travaille à moyen et à long terme. Ensuite, la connaissance des produits, la connaissance de ce qu'on peut en faire, et en fait, élargir un peu le champ des possibles quant à l'alimentation et sortir du juste possible de la grande surface, ça me paraît important. Et puis, tous ces aspects autour de la cuisine, ben voilà, c'est un instrument aussi économique de cuisiner parce que ça permet de se nourrir à moins cher. Alors, il faut savoir comment s'organiser, comment trouver le temps, comment voilà. Mais je pense que voilà, les actions qu'on mène à la fois sur l'éducation, sur la connaissance, dans notre PAT, on essaye de le faire. On essaye de bâtir un site internet, par exemple, qui permet de repérer les produits, qui permet de. Et puis les ateliers cuisine, bah, c'est un début de réponse quoi, à l'autonomisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être autonome sur le plan alimentaire si on ne sait pas comment ils sont produits, si on ne sait pas ce qui est produit sur le territoire, si on ne sait pas comment les cuisiner. Bah voilà, c'est la boîte de conserve la réponse à ce moment-là. Et donc ça me paraît être un travail quand même important qu'on essaye modestement de. Sans oublier les enjeux de santé qui sont pas toujours non plus compris ou connus, de savoir que bah, en fait, ce que je vais manger, ce qui est dans mon assiette, ça implique directement peut-être une conséquence qui peut être plus ou moins grave en fonction de l'âge qu'on a aussi et dans le temps sur notre santé. C'est pour ça que je faisais le parallèle Et avec la santé tout à l'heure, hein, c'est que non, le premier paramètre d'une bonne santé, c'est une bonne alimentation. et finalement, le cours de cuisine devrait être un cours obligatoire à l'école. Oui, Ouais, oui, finalement. oui, oui, C'est et le cas pas en simplement certains une pays. action. Comment? C'est le cas en Suède, il y a des cours de cuisine. D'accord. Ouais. Ouais. Parce qu'on parlait en rigolant il y a quelques années des petits Parisiens qui pensaient que le lait était fabriqué dans des briques en Ouais. carton, mais dans nos zones rurales, on commence à avoir aussi, puisqu'on a un détachement Ouais. quand même de plus en plus grand entre les agriculteurs Mhm. et voilà, qui sont de moins en moins nombreux, et les populations rurales qui sont plus enfants d'agriculteurs, ni même petits enfants d'agriculteurs. Et donc il y a aussi dans les zones rurales une méconnaissance du Ouais. monde agricole. Pour conclure, parce qu'il est déjà 15h30 passé, je voudrais juste peut-être faire un tour de euh, quelque chose qui pourrait donner de l'élan aussi à nos participants sur ce sujet qui n'est pas simple. On en a évoqué la complexité et je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter. Euh, Là, on était sur le pourquoi, pourquoi agir, pourquoi se saisir du sujet. Plus tard, on ira sur le comment, mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait donner envie à, à d'autres qui peut-être n'ont pas encore passé le pas de passer à l'action, de justement se lancer sur une réponse, peut-être formaliser, se lancer dans un diagnostic sur son territoire, mettre au travail les acteurs de son territoire ou aller initier une discussion avec un acteur local. Alors, moi, je Pour dirais, conclure, pour conclure, allez regarder, parce qu'effectivement, moi j'ai tendance à poser des tableaux toujours un peu de difficultés, etc. Mais il y a une chose qui est centrale, c'est aller voir les associations dans leur fonctionnement et la dynamique qui est mise en œuvre. Il y a souvent une positivité très très forte dans ces associations-là. Les présidents d'associations, les bénévoles qui arrivent aussi, qui sont parfois à un moment donné des bénéficiaires ou des personnes concernées qui deviennent bénévoles et qui apportent des choses vraiment en plus sur
comment faire les choses, comment accueillir, comment garder cette dynamique. Et c'est là que je pense qu'il faut beaucoup les soutenir et être présent et montrer qu'on est présent. Voilà. Et puis penser bien sûr au renouvellement des bénévolats, mais aller voir comment ils travaillent, s'en inspirer et garder en tête toujours leur dynamisme et que ça serve de leçon euh, et que ça serve de moteur pour continuer, quoi. En pensant à eux toujours. Merci. Et je dis, quand je m'adresse aux bénévoles, cultiver l'enthousiasme et la bienveillance parce que Mmh. on en a besoin pour s'adresser, y compris à ces publics-là. Alors moi, il y a une population à laquelle je suis émerveillé quand je les vois dans les murs des banques alimentaires, c'est les enfants et les jeunes, d'une manière générale. Euh, vous verriez les yeux qui pétillent de ces jeunes qui vont être Mmh. acteurs dans un élan de solidarité. Ils vont prochainement participer aux opérations de tri post-collecte dans les murs des banques alimentaires, la plupart du temps avec leurs professeurs qui vont utiliser ce temps pour faire derrière un peu de pédagogie autour peut-être des sujets de partage, des sujets de sous-développement, des sujets de précarité, de pauvreté, De des dignité. sujets alimentaires. Et donc, encore une fois, essayons de retrousser les manches aussi pour aller faire partager ces questions-là aux enfants. Il y a une opération qui se mène dans plusieurs villes ici en Gironde, c'est une opération qui est appelée EHPAD tes potes. Épate tes potes. Alors, il a fallu fumer de la moquette pour trouver l'acronyme, mais ce jour-là est servi aux enfants dans les écoles un menu pâte compote. Ma petite fille qui était dans une des écoles où ça s'est fait m'a dit que c'était son meilleur repas de la semaine. Bref, non, plus sérieusement, mais à partir de cette opération-là, on a pu avec le corps, enfin avec les enseignants et les associations de parents d'élèves, il ne faut pas les mettre de côté, développer toute une réflexion sur les questions de partage, d'alimentation. Bref, donc je trouve les initiatives, encore une fois, le public jeune. Et ne manquons pas de conseil municipal des jeunes. Pour la plupart des communes se sont dotées de ce public-là, de cette assemblée-là, si je puis dire. Ben, comment on est capable d'aller à la rencontre de ces jeunes pour leur faire partager ces sujets-là? Euh, des vieux comme moi, j'allais dire, l'avenir, il est derrière nous. C'est avec eux qu'on va construire ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette solidarité, cette citoyenneté alimentaire. Donc, essayons de travailler aussi avec ce public-là. Merci. Je vous laisse Bah, la moi, parole. je ne vais pas être très original. Solliciter vos élus, soit pour créer un PAT lorsqu'il n'existe pas sur le territoire, ou pour voir où il en est du PAT et pour le muscler un peu, ça me paraît être important. Et tout simplement en allant voir d'autres PAT, en allant voir des exemples, je crois que par l'exemple, on arrive vraiment à progresser. C'est vrai il y a encore beaucoup d'élus, me semble-t-il, hein, qui ne voient pas très bien ce que ça peut être un PAT, que ça reste un petit peu flou, ou ça reste un peu concret. Alors que ça peut l'être, il y a pas mal de PAT en France qui mènent des actions qui sont positives. Et l'entrée, je vais rebondir sur ce que vient de dire Pierre, et l'entrée dans un PAT par les enfants, par l'école, par les agents des cuisines, des restaurants scolaires, c'est une bonne entrée qui permet après d'élargir. Si on ne sait pas trop quoi faire au départ, je pense que Ça peut être la c'est une bonne compétence entrée, aussi, ouais, tout à fait. Ouais. effectivement, des Et puis, collectivités qui fait exactement, que. voilà. Et puis après, Mm. et après, on développe, on tisse. Pense que c'est un instrument peut-être encore méconnu et qui est pourtant fort utile parce qu'on parlait de réseau tout à l'heure, on a parlé de système alimentaire et les PAT, c'est quand même un lieu où on peut mettre tout le monde autour de la table et discuter et agir. Oui, c'est vrai, pourquoi prendre en charge ces questions à l'échelle de nos territoires? Donc c'est vrai qu'on a dressé un tableau assez alarmant hein, sur la situation de la précarité alimentaire en France et en Nouvelle-Aquitaine, hein. On a, voilà, il y a de plus en plus, enfin, la proportion de publics concernés augmente. Il y a une diversification des publics, de nouveaux publics qui sont exposés. Les structures d'aide alimentaire ont des difficultés en termes de crise du bénévolat, de difficultés d'approvisionnement. Donc forcément, la situation est assez compliquée. Et à l'échelle des territoires, on voit que les autres expérimentations en dehors de l'aide alimentaire font face à des actions à court terme avec des financements court terme. Il faut aller chercher ces financements. Donc c'est assez complexe. Pour autant, moi, ce que je peux voir en tant que chercheuse, c'est qu'on est quand même dans une période où il y a une
une certaine effervescence, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, relative à voilà, de nombreuses innovations au sein des structures d'aide alimentaire, mais aussi avec une diversité d'acteurs qui cherchent à proposer des alternatives aussi à l'aide alimentaire en complément et en faveur de la justice sociale. Et je pense que voilà, cette période, on peut s'en saisir comme une force pour investir ces sujets-là qui sont complexes, qui sont inégalement portés déjà sur les territoires. Mais voilà, il y a, je pense, un écosystème d'acteurs, notamment à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui est en train de se constituer, hein, et la structuration de ce webinaire en est une des preuves. Donc voilà, donc je pense que on peut s'appuyer sur cette mise en réseau actuelle pour prendre le train des actions en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir été présents aujourd'hui. On aura encore des choses à se dire jusqu'en 2025. Donc, on va continuer, comme je disais, ce cycle de qualification. Et pour continuer dans cette interconnaissance et ce lien à faire, on vous propose notamment aux chargés de mission des démarches alimentaires de territoire de se retrouver aussi le 28 novembre. Donc, pour un temps d'une heure informel d'interconnaissance avec le réseau de la politique de la ville on en a discuté rapidement avec Monsieur Leguet, c'est aussi l'intérêt de pouvoir du coup initier des coopérations avec d'autres services dans les communes, enfin sur les territoires, et peut-être se saisir du coup de l'opportunité d'avoir ces territoires qui peuvent être parfois territoires d'expérimentation, en tout cas source d'exemples, que ce soit pour le PAT ou aussi pour, à l'inverse, la politique de la ville demande que je pense à travailler aussi sur ces sujets de précarité alimentaire, entre autres. Donc, n'hésitez pas à suivre notre agenda sur le site de PQNA. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et à bientôt.